Bien, donc je vais commencer par vous présenter très succinctement nos deux nouveaux dialogueurs. Christelle Marchiaro, vous êtes architecte, maître de conférences TPCAU à l'ENSAM et chercheur au laboratoire Project. Vous préparez actuellement une thèse intitulée « Projeter en maquette au-delà du plan, le matériau comme règle du modèle ». Cette thèse, vous la menez au LEAV à l'ENSA Versailles sous la direction de Paolo Amaldi. C'est une sorte d'archéologie à rebours du processus de conception architecturale que vous proposez et votre objectif est de montrer comment, à l'ère de la durabilité et du numérique, projeter directement en 3D, on peut projeter directement en 3D sans passer par le plan. Thomas Walter, vous avez étudié la charpente bois, le dessin d'architecture et pratiqué la musique avant de suivre une formation d'architecte. Vous êtes diplômé de l'école d'architecture de Strasbourg et avez été habilité à la maîtrise d'œuvre en nom propre en 2009. C'est en 2014 que vous fondez Atelier Ordinaire et vous enseignez depuis 2017 dans le Master Design de l'Université de Strasbourg et êtes actuellement maître de conférences associé TPCAU à l'ENSA de Strasbourg. Merci à vous de votre présence. Christelle, je vous laisse la parole. Donc, je disais merci à Marie Nivry, au MAP, bien sûr, et au premier comité poétique et technique de l'histoire, je pense, enfin. Donc, à l'origine de cette recherche, une intuition, faire une thèse en maquette sur la maquette. Je voulais refaire celle de Michel-Ange, qui concevait architecture comme sculpture, avec des bozzetti d'argile. Ici, Ragnaud a tenté l'expérience avec celle de Borromini pour San Carlino. Une obsession, faire une thèse d'architecte, comme Eisenman, qui interroge la conception de la forme architecturale en faisant une démonstration en dessin. Méthode affinée dans ses recherches ultérieures, puis élargie aux maquettes. Un objectif, produire du savoir pour enseigner le projet, non pas seulement transmettre mon savoir-faire professionnel. Un constat, depuis les années 90, alors que se développe le numérique, les architectes produisent de plus en plus de maquettes physiques pour concevoir comme pour montrer le processus de conception. Ce qui se manifeste, on le voit dans les publications, les moyens de production, avec souvent un atelier dans l'agence, voire un lieu dévolu à ce type d'archives. Les moyens, dans l'enseignement aussi, puisque les architectes enseignent en maquette, et dans les expositions. D'ailleurs, Lucan remarque à propos de celle-ci, celle d'Herzog et de Meuron au Scholager, à gauche, en 2004, en comparaison à celle à Beaubourg, en 1995, les objets qui sont sur les tables, ce sont des maquettes. Il n'y a plus de dessin. Tous ces objets, une grande majorité, c'est de la mousse bleue. Pardon. Il y a donc un changement de matériau, parce que si on est dans la dimension sculpturale, on va travailler un autre matériau. Et les maquettes vont se multiplier. Il y a un changement qui s'opère au tournant des années 2000, un changement qui m'apparaît crucial. Ce phénomène reste non interrogé, même si les théoriciens ont montré l'émergence à cette époque de nouvelles stratégies projectuelles non compositionnelles. Dans leurs publications, beaucoup de maquettes. Mais comment ces édifices au plancher plié, au plan tordu, ont-ils été conçus? Leur plan n'est pas dessinable a posteriori. Comment a-t-il pu l'être a priori? Serait-ce la fin de l'hégémonie du plan dans la conception architecturale? Et si le plan et sa géométrie ne forment plus les modalités du projet, par quelles règles serait-il remplacé dans la maquette? Au-delà de cette dernière, c'est au projet, évidemment, que je m'intéresse. Son étymologie est double, du grec problema, problème, jeter une question dans son esprit, et du latin projectum, projet, jeter en avant. Le projet articule donc réflexion et action. Cette dualité théorie-pratique conditionne une itérativité globale, conception-réalisation. Et à un second niveau, une itérativité dessin EIN, dessin IN, c'est-à-dire le problème, est réalisé conçu ou projet. Je pose donc la maquette de conception au moment où l'architecte réfléchit à un problème d'architecture interne à la discipline, à distance de la complexité de la réalité. Les traces de sa conception et résidant dans sa matérialisation, je m'attache à la véritable production de l'architecte, celle qu'il fait de ses mains, dessin et maquette, notamment ces dernières, entre abstraction intellectuelle et construction matérielle, idea materialis, à l'image du projet. La question de sa dépendance au mode de représentation est récurrente. Quelle influence la maquette a-t-elle sur le projet? Les écrits évoquent régulièrement, peu nombreux sur les écrits sur la maquette, les écrits convoquent régulièrement sa définition inaugurale en ouverture du livre 2, Matériaux, du De Reedificatoria. Mais quel rapport entre modulis et materia dans le texte?
La maquette, module, mesurerait-elle le matériau? Le projet impose-t-il une idée à la matière ou l'idée naît-elle de la matière? Une hypothèse émerge entre trilomorphisme et morphogénèse. Le matériau serait-il la règle du modèle, par là celle du projet sur la forme et l'espace? Pour Alberti, les maquettes doivent être simples et nues, faites de planchettes ou d'autres matériaux. À l'époque, bois, argile, cire, navet. Que j'interprète comme l'emploi d'un monomatériau, tout venant, sans texture ni échelle, abstrait, permettant la simplification modélisante nécessaire au projet. Ici, les deux origines de la maquette, le modello en bois des architectes et le bozzetto en argile des statuaires. J'ai établi une catégorisation d'après le De Statua qui décrit les pratiques des statuaires renaissants comme des opérations élémentaires de transformation manuelle de la matière. Modeler, additionner, sculpter, soustraire, mouler, multiplier. Si ces opérations valent pour fabriquer des objets, pour une maquette, pour faire projet, il faut les compléter par une autre opération intellectuelle de transposition du matériau, diviser, comme les planchettes de la maquette albertienne analogiques aux murs en moellon, issus de l'extraction et de la division de la pierre. Diviser comporte diviser empilé pour les modules, diviser équilibré pour les éléments linéaires et diviser plié pour les éléments surfaciques. Ma catégorisation rejoint celle de Leroy-Gourhan établie sur le rapport entre moyens élémentaires d'action et matière, nécessitant certains outils pour produire certains objets. Ce qui donne, pour moi, opérations élémentaires de transformation et de transposition en rapport à la matière induisent un certain type d'outils et de modèles. Je mobilise un corpus de maquettes apparu à des moments de l'histoire où le changement de matériaux... Alors, il y en a deux là pour... Oui. Pardon. Je rapproche. Donc, je reprends. Je mobilise un corpus de maquettes apparu à des moments de l'histoire où le changement de matériaux, alors il y en a deux là pour diviser empilé, puisqu'il y a eu deux époques, où le changement de matériaux a permis une nouvelle conception du rapport espace-forme. Les sources ayant majoritairement disparu ou étant mal accessibles, je décide de les refaire. J'adopte la posture du praticien réflexif. Qu'est-ce que je fais ? Comment et pourquoi je le fais. Je me mets en situation de projet et pars à sa recherche. J'emprunte ces deux entrées, celle de la conception et de l'analyse. Homo faber, je fabrique des remaquettes pour retrouver les gestes du faire et du penser. Je reconstitue leurs chaînes opératoires pour mettre en évidence les savoirs pratiques et théoriques à l'œuvre. Donc voyons deux maquettes, chacune ayant inauguré un changement de matériaux, chacune explorant des problèmes d'architecture. Alors, la maison d'artistes qu'on voit en bas, de Van de Sburg et Van Nisteren. Salon d'automne, Paris, 1922, Le Corbusier expose une maquette en plâtre de la maison Citroën. Manifestation esthétique architecturale significative, dit-il, pour laquelle le béton offre une enveloppe pure révélant l'éloquence décisive du volume architectural. Si le plâtre sert l'abstraction blanche de la modernité naissante, il n'y a pas d'espace dans cette maquette masse. C'est un volume plein et aveugle, fabriqué par des maquettistes. Galerie de l'effort moderne, Paris, un an plus tard. Parmi les projets d'architectes de style exposés, 3 ont été conçus par Van de Sburg et Van Nisteren. Un hôtel particulier pour lequel l'architecte a dressé les plans, puis les a envoyés en Hollande, à Rietveld, l'ébéniste, pour qu'il fabrique une maquette non en plâtre, comme proposé par Van de Sburg, mais en bois, métal et divers matériaux colorés ou non, creuse pour voir à l'intérieur, comme conseillé par Mondrian. Faute de temps, la maquette est restée blanche. Pour la maison particulière, l'architecte a travaillé sur les géométros et les axonométries, le peintre sur la mise en couleur. Les délais étant serrés, ils se sont lancés eux-mêmes dans la maquette. Pour la maison d'artistes, pendant que Van Nisteren dessine les plans, Van de Sburg fabrique la maquette. En n'externalisant plus sa fabrication une fois les plans figés, mais en la réalisant au sein de l'atelier, elle participe désormais pleinement au projet. L'exposition inaugure une nouvelle esthétique au travers d'une représentation originale devenue symbole de modernité, l'axonométrie ou contre-construction. Mais c'est aussi la naissance de la maquette espace qui a eu lieu. À l'origine du projet, la fiction théorique d'Osbourgeoise de l'espace-temps, décrite par les exégètes, avec comme modèle le tesseract représentant la 4e dimension, le mouvement. A priori, pas de site, pas d'orientation, un seul plan, comme un tableau, laissant place à la géométrie contre le règne de l'arbitraire.
Un photomontage ultérieur pourrait faire office de plan masse, ramener en plan la maison sur base carrée et poser sur un premier carré, puis un deuxième, les diagonales des uns calées sur les médianes des autres. Le plan organise diagonalement les pièces rectangulaires et carrées autour d'un point central. Les accès en spirale, centrifuge, induisent le mouvement. La maquette originale a moisi. drôle de fin. Je la fabrique selon les opérations additionnées, couplées à empiler des plaques. Alors, on rentre dans ce qu'on fait. Préparer, anticiper. Je réunis les matériaux, outils et matériels de peinture. Les plaques sont unies, lisses, abstraites, même le bois. Un paradoxe, construire un volume avec des matériaux surfaciques. La synthèse plan-coupe-élévation nécessaire pour visualiser les éléments et les volumes à faire est difficile car il y a des plans, mais rien que des esquisses d'élévation et ne correspondant pas à la maquette. Sans coupe, je déduis les assemblages d'après photo. J'estime l'échelle au 50e. Sans un jeu de géométrie complet, je vais faire de nombreuses règles de 3, ou produits en croix pour les nouvelles générations, pour obtenir chaque dimension. L'imprécision des documents engendrera des erreurs et m'obligera à refaire plusieurs fois les pièces. Découper un élément du plan. Je mesure, reporte, trace, découpe en plusieurs passages. La triade œil, main, cerveau effectue au moins 4 fois le contour de la forme. Perception visuelle et tactile, évalue proportions, texture, poids, etc. Guide l'action et la pensée. Dans le passage du carton inerte de la maquette, l'analogie de l'élément plancher. Découper un élément de l'élévation. Mêmes actions, mais j'optimise la découpe des voiles d'une seule hauteur en prévision des assemblages. La précision est de mise. Les défenses des plans obtenus sont jetées. En cas d'erreur, je ne refabrique que la pièce concernée. Jusqu'ici, j'opère du général, la plaque de carton, au particulier, plancher et voile. La fabrication de la maquette impose des hiérarchies entre les éléments, comme pendant la conception. Ceux de petite taille, voiles, poteaux, etc., comme les volumes intermédiaires, sont préfabriqués avant d'être assemblés. La construction de la maquette oscille entre homologie et analogie avec le chantier. Assembler des éléments en petits volumes. Je pense l'assemblage en 3D selon la finition souhaitée, la résistance mécanique. S'ensuit découpe spécifique, ponçage, collage. La hiérarchie s'inverse, du particulier au général. Je ne décompose plus, je compose, je construis. Les assemblages aussi renvoient au chantier. Mise en couleur. Les clichés, bien qu'en noir et blanc, montrent 2 versions colorées. Une au moment de l'exposition, avec, on le voit, un gris moyen, foncé moyen, enfin en tout cas, non, on va dire gris moyen pour ici, pof, pof, pof en haut. Je pousse, pardon. Et une autre, ultérieure, correspondant à la contre-construction que l'on voit là. Mais donc ceci prouve que ce n'est pas qu'une maquette d'exposition, mais bien de conception, notamment de la couleur. La contre-construction n'est pas non plus un modèle, puisqu'elle est inachevée. Je peins directement sur les volumes. La couleur les déstructure, dématérialise carton et bois. Je répète toutes ces étapes pour chaque élément et volume. Après leur fabrication, je fais des allers-retours entre général et particulier. J'anticipe les assemblages de l'ensemble à venir. Sans coupe, je fais de nombreuses erreurs et refabrique souvent les volumes. Assembler, empiler les volumes entre eux. Autour de la verticale fondatrice formée par le pylône et l'escalier, j'assemble en empilant ou en emboîtant en spirale les pièces, cuisine, séjour, atelier, pour construire la maquette, tel un tesseract. Les volumes relativement autonomes les uns des autres renvoient au remplan. Sans coupe, j'opère de nombreuses adaptations en cours d'action. On file toujours l'homologie avec le chantier. Les remaquettes entraînent une connaissance fine des projets, occasionnent des découvertes, comme le surdimensionnement des pièces. L'atelier fait 60 mètres carrés, la salle de musique 54, la chambre 42 mètres carrés. Des hauteurs standards engendreraient des volumes trop plats. Elles ont été gonflées afin d'obtenir des proportions satisfaisantes. Atelier 8 mètres, salle de musique 5 mètres. En clair, la maison au 50e n'est pas à l'échelle d'un personnage au 50e, comme on le voit ici, mais paraît normale avec un au 33e. D'autre part, tous les escaliers ont un développé trop faible au regard des hauteurs à gravir. D'ailleurs, la maquette originale n'a pas d'escalier. Parmi les modes de représentation, la maquette a la particularité d'être dans l'espace réel. Elle emporte les qualités, gravité, lumière, proportion, topologie, qui se mesurent par la vue et le toucher. Dans la maquette, la vision binoculaire
perspective, l'emporte sur la représentation intellectuelle de l'espace de l'axonométrie. Plans flottants et glissants sont particulièrement perceptibles dans les vues frontales qui accentuent la profondeur de l'espace. La maquette est anti-axonométrique. Banalité aujourd'hui, mais nouveauté à l'époque, on voit à travers la maquette. L'espace révèle sa fluidité, son caractère topologique. Néanmoins, la composition dynamique du plan n'est perceptible qu'entre atelier et salle de musique, reliés par une extension diagonale ascendante de 24 mètres. Pour Van Doesburg, l'architecture nouvelle doit ouvrir ses murs pour supprimer la séparation intérieure-extérieure. Le plan ainsi élémentarisé devient l'unité commune entre architecture, c'est-à-dire le voile, et la peinture, c'est-à-dire le tableau. Dans la maquette, cet élémentarisme est ambigu. Est ambigu à l'extérieur, car une grille en cuivre peinte ceint la plupart des volumes, les rendant à la fois indépendants mais aussi solidaires. Mais la mise en œuvre grossière laisse voir les tranches des plaques coupées au cutter et redonne au plan leur autonomie. À l'intérieur, les pièces restent des volumes relativement clos, aux angles peu dissociés. Le continuum spatial moderne est encore embryonnaire. Incontournable dans l'espace, la lumière n'est pas ici l'objet, parce qu'il n'y a pas de lumière dans un tableau abstrait. Sans sol, la maquette lévite sur un joint d'ombre formé par un socle en retrait sur la dalle Sans sol, la maquette lévite sur un joint d'ombre formé par un socle en retrait de la dalle du rez-de-chaussée. Malgré les porte-à-faux, l'ensemble est stable. Pourtant, Van Doesburg n'a pas résisté à la rendre antigravitaire, à la faire voler, telle une axonométrie plafonnante qui tourne et rompt avec le sol. En fin de compte, la contre-construction propose une modélisation de la matière dans l'espace. Des plans flottants dissociés contenant le vide. Recherche commune en sculpture, comme ici avec la stéréométrie du cube, montrant deux façons de le mesurer, par son volume ou son espace. En ignorant la nature des plaques, les plaques servent l'abstraction moderne et introduisent un changement de paradigme. L'espace pur, homogène, continu est désormais contenu et orienté par des plans autonomes, visibles en tranches, car dissociés aux angles. La maquette espace va traverser tout le XXe siècle. Passons à soustraire avec les maquettes de la Y2K House de Loma, bien que déjà largement commentées. Elles illustrent aussi le passage d'un matériau à un autre, d'un solide en plaque à un solide en bloc, du carton au polystyrène. À l'origine du projet, la rencontre entre une forme iconique et un collage d'éléments de maison canonique. Le plan vaut la coupe et pose le principe de départ, un espace central avec des usages autour. Finalement, la conception s'est avant tout faite en maquette. Dans les premières, en carton, la maison réduite à un tunnel est comme un corps où tous les organes seraient à l'extérieur et où la peau serait à l'intérieur. Lisse dedans, irrégulière dehors. L'ensemble est composé par addition, empilement, juxtaposition. Les itérations cherchent l'équilibre entre les parties. Mais selon quels critères ? Pour Collas, cette forme est bizarre, ne ressemble à rien d'autre en architecture. L'agencement semble aléatoire, l'appréciation de l'esthétique aussi. Est-ce ceci ou autre chose ? Dans la maquette suivante, le tunnel intègre les organes en périphérie intérieure. Inversement, lisse dehors, irrégulière dedans. Les organes sont toujours interchangeables, voués aux itérations. D'autres maquettes en carton tentent d'intégrer les usages dans une épaisseur irrégulière mais continue à l'extérieur du tunnel. Celui-ci définitivement assimilé à un vide et les organes à une masse. Les maquettes passent en mousse, qu'il est possible de creuser, contrairement au carton. Mais on ne change pas si facilement de logique, du carton à la mousse, de la conception de l'espace contenu par des plaques au vide creusé, ou du trilithe au monolithe. Les maquettes sont encore fabriquées par addition et empilement. On le voit avec les hésitations d'organisation à l'étage, dans la proportion du tunnel, l'épaisseur de son cadre, les dispositions d'ouverture, la hiérarchie, plancher-côté, etc. Cependant, la nouvelle logique est en marche. La forme ombilicale des salles d'eau est typique d'une découpe au fil chaud. Au final, il n'y a plus qu'un vide au centre d'un solide comprenant tout le reste. Cette masse habitée anéantit l'ancestral concept de mur. Apparemment, il n'y a plus de parties à assembler, à empiler. En synthèse, Loma produit une maquette concept, je la refabrique, par soustraction d'un bloc de polystyrène. Je réunis matériaux matériels, la mousse par sa texture et sa couleur est totalement abstraite, d'un fort potentiel analogique. Elle est utilisée pour sa densité, sa capacité à être creusée. Aucune des nombreuses maquettes ne correspond à l'élévation et aux plans finaux. La maison est restée à l'état de projet, d'où cette imprécision. Je ne choisis pas d'échelle à la maquette, j'ajuste ses dimensions aux matériaux, l'épaisseur de la plaque. La première maquette sera un essai, il faudra la refaire plusieurs fois.
ôter le surplus dans le plan vertical, à partir d'un pavé dégrossi depuis la plaque et à l'aide de points repérant les arêtes du tunnel dans l'axe de la parcelle, celle des appartements du couple orientés vers des vues supposées et les arêtes résultantes, je soustrais la matière, programme et contexte induisent la forme. J'obtiens un plan extrudé et des éclats. Forme intermédiaire difficile à imaginer avant et pendant le travail. Le polyèdre autorise une imprécision des dimensions et des angles, contrairement à la géométrie du plan. Ce qui est ôté et jeté sans valeur, le débitage du biface ou la branche taillée ne sont pas loin. Ôter le surplus dans le plan horizontal. Les ouvertures du tunnel et des appartements servent de repères en hauteur. Je tranche d'un coup, j'écaille peu à peu. Pendant la fabrication, je projette mieux la figure à venir, bien que le travail soit plus complexe, car topologique. Les repères verticaux et horizontaux disparaissent au fur et à mesure de la découpe. Le polyèdre obtenu se rapproche d'une pierre façonnée. Ce qui est ôté est aussi jeté. Je pense au tailleur de pierre, justement, à la stérotomie. Mélange de savoir-faire empirique et d'improvisation. Jusqu'ici, je suis concentrée sur le fond à extraire, plus que sur la figure à obtenir, contrairement à la composition par addition, où l'attention est focalisée sur la forme à venir. Ce n'est pas tant le polyèdre obtenu qui est élémentaire ou archaïque que le procédé pour l'obtenir. Extraire d'abord la grande pièce, la maquette originale. Les maquettes originales ne sont pas d'un bloc, car forme de la figure, dimension de la maquette et outils empêchent certaines découpes. À regret, j'admets de trancher le polyèdre pour obtenir le tunnel. Le volume extrait a double valeur. C'est une figure nette, ainsi le polyèdre de figure devient fond. Mais la forme obtenue est aussi un fond, car c'est un vide. Contrairement à la conception par addition, je donne une forme au vide, non au plein. Ce qui est ôté et conservé ayant valeur démonstrative de l'opération. Cette étape renvoie à la sculpture moderne et contemporaine, explorant des formes essentielles, abstraites, au rapport figure-fond inversé. Extraire ensuite les petites pièces. Je répète les mêmes opérations pour chaque vide secondaire. Pour les obtenir, je finis de trancher le polyèdre. Cette fois, je suis concentrée sur les formes à extraire du fond, facilement projetables, comme pour additionner, mais que je soustrais. Ces formes, comme le procédé pour les obtenir, renouent avec le savant, car réglé et jouant sur les inversions figure-fond. Chaque vide a une forme unitaire, contrairement au continuum spatial moderne, impossible à matérialiser. Être obligé d'ôter les vides du plus grand au plus petit, c'est établir une hiérarchie. Les vides seraient-ils composés au lieu des pleins désormais? À chaque étape, si j'ôte trop de matière, je recommence tout depuis le début. Avec le carton, je ne refabrique que l'élément raté. L'addition autorise les hésitations d'itérativité. La soustraction peut, voire pas. Assemblage et finition. L'objectif était d'obtenir une forme brute, à la taille directe, avec pour seule contrainte matériaux et outils. Or, je dois coller les pièces ayant été tranchées. Elles restent pourtant dépendantes les unes des autres par leur forme issue de leur chaîne de fabrication. Le polyèdre est ainsi monolithique, constitué d'une matière continue. Celle-ci, associée à l'alternance figure-fond, fusionne topologiquement intérieur-extérieur. Le continuum spatial moderne cède au continuum matériel contemporain. Stratégie versus processus. Le storyboard de la maquette concept de la stratégie du vide de la Y2K devient stratégie de communication en montrant le processus ayant produit la forme, qui n'est autre que la synthèse de la chaîne opératoire. Les mains omniprésentes induisent le mouvement et spatialisent la genèse du vide par soustraction. Isoler ou ôter une des étapes rendrait le processus caduque. Il n'a de sens que de sa complétude, une autre façon de faire unité. Si l'itération est un aller-retour entre conception et matérialisation, le processus est une marche en avant, inéluctable, ne laissant place à l'hésitation, au choix subjectif. La forme obtenue n'est pas discutable. Elle n'est plus générée par la composition en plan, mais résulte d'un processus de fabrication en volume. Ce processus fait projet en se confondant avec lui. La maquette change de statut et devient à la fois module, modulis, qui règle et mesure la matière, la modélise par transformation et transposition, et modèle, modello, transposable, à d'autres situations, comme on va le voir. Colas ne montre pas tout. L'assemblage des vides renvoie au plein de la maquette initiale. Si le polyèdre est appréhendable de l'extérieur, l'articulation des vides intérieurs l'est difficilement. De plus, sa base cylindrique, donc instable, pousse à sa désolidarisation. La maquette étant émersive et immersive, pendant une manipulation, Colas remarque une vue omnidirectionnelle au croisement des vides. La maison pivotera afin qu'une personne puisse l'orienter vers le paysage qu'elle souhaite regarder. 75 ans après Wandesburg, Colas conçoit aussi une maison antigravitaire qui tourne.
Le polyèdre bleu obtenu est des plus abstraits. L'OMA fait des essais de matière, transparente et translucide pour rendre la masse habitable. D'analogique, la maquette devient homologique, ouvrant sur une nouvelle phase de matérialisation plus concrète, passant du problème d'architecture au projet, s'éloignant de l'analogie entre modélisation de la matière et structure spatiale de l'édifice. On ne creuse pas le polycarbonate ou le verre, mais éventuellement le béton, s'il est translucide. Enfin, oui. Ces recherches se concrétisent, on le sait, avec la Casa da Musica conçue dans la foulée. Modèle et grosses œuvres se confondent, un solide creusé de vide. La modélisation de la matière n'a pas d'échelle. Un édifice... Pardon, c'est parti un peu... Non, c'est bon. Ouh, je suis perdue du coup. Ouais, c'est bon. Un édifice n'étant pas une maquette, mais une construction d'éléments, dont il faut alors gommer les assemblages pour le rendre monolithique. Les trous de banche du béton sont rebouchés, la surface est tramée par leur mise en œuvre biaise, traduisant l'instabilité et contrecarrant les joints horizontaux de reprise de coulage. Quoique, les vitrages creusent le polyèdre. Les hiérarchies sont internes. Les vides sont assemblés par un milieu allant de l'auditorium en lumière naturelle aux petites salles entre lumière naturelle et second jour de l'auditorium, à la masse en lumière artificielle laiteuse. Premier résultat de cette recherche, au fil des remaquettes émergent des connaissances propres à la discipline. Sur les projets, comme on l'a vu, avec la maison d'artistes, jusqu'ici considérée comme une maquette de monstration alors qu'elle a servi à la conception, ou bien avec les problèmes de dimensionnement des pièces, des escaliers, etc. C'est ce qui est évidemment une évolution du projet traditionnel procédant par itération vers des processus procédant par itinération. Apparaît également un nouveau rapport sujet-objet dans le projet qui n'est plus une projection géométrique abstraite sur un tableau devant soi. La projection optique cède au processus haptique. La maquette repousse l'emprise séculaire de la vision, de la perspective que l'on sait symbolique, et donc j'y vois le changement crucial qu'évoque Lucan. Un changement de paradigme en marche à l'heure de la durabilité du numérique. La maquette nous reconnecte à l'essentialité du faire. Christelle, tu conclus Oui, bientôt. je conclus. Émergent aussi des connaissances potentiellement partageables avec d'autres disciplines via le concept de modèle, donc modèle d'expérience pour analyser les techniques de fabrication des objets. Simondon, philosophe, préconise de refaire les schèmes opératoires, Leroy-Gourand, anthropologue, les chaînes opératoires. L'objectif, comprendre les objets en eux-mêmes. Quand on taille un silex pour faire un grattoir, ce que permet l'outil n'a pas de lien avec sa technique de fabrication, contrairement à la maquette, dont la finalité n'est pas d'être un objet ou un outil, mais de servir au projet, dont la technique de fabrication est analogique à celle de l'édifice. La maquette ouvre donc sur un autre rapport. Modèle de compréhension, la maquette de conception modélise la matière, elle en mesure les qualités, ce que l'on retrouve dans la sculpture moderne et contemporaine, et d'une autre manière dans les modèles mathématiques qui, eux, matérialisent des quantités. C'est ce qui a permis à Frei Otto de passer de maquettes en bulles de savon à des structures minimales. Enfin, en croisant recherche par et sur le projet, je tente de développer des savoirs théoriques et pratiques, potentiellement opératoires pour le projet. J'essaie modestement de poursuivre la construction de notre atypique et inévitable théorie de la pratique. Merci pour cette invitation. Je vais attendre. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est un site, c'est un Tumblr, tout simplement. Donc un Tumblr, vous savez tout ce que c'est, parce que vous êtes la génération Instagram et Tumblr. Et je dirais que ce qui m'intéresse... Voilà, merci beaucoup. Ouais, je crois qu'il faut... Voilà, voilà, acceptons. Alors, ce qui m'intéresse dans ce format de site, que ce soit Instagram ou Tumblr, c'est que finalement, c'est une sorte de matrice très souple. Là, en l'occurrence, voilà, il faut accepter, il y a des règles, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et je pense que c'est peut-être une des difficultés que vous allez rencontrer, c'est de savoir où vous allez et où on va actuellement. On parlait de Jacques Lucan, qu'on a accueilli à Strasbourg il y a quelque temps, qui était assez pessimiste, et ses derniers mots de conférence étaient bon, voilà, dans 50 ans, ça va être difficile. Je pense qu'il faut accepter
il faut accepter cette condition. Et je pense qu'il n'y a il y a plus forcément de vérité, et les limites entre l'artisanat et, je dirais, la mode ou le design graphique ou autre sont de plus en plus floues. Et je pense que c'est une très bonne chose. Donc, je pense que vous, étudiants, vous êtes vraiment à un moment complexe, dans le sens où vous allez vous discuter avec des gens qui sont tailleurs de pierre et qui ont cette connaissance de la matière. Et aussi, à un moment donné, vous serez amené à fabriquer une maquette, probablement en découpe laser ou autre, qui n'est c'est une technique qui est plus rapide que de travailler à la main. Mais cette technique, pour moi, elle offre aussi une certaine souplesse et, je dirais, elle peut conditionner une façon de communiquer la chose. Instagram aussi, donc bien sûr, Instagram, c'est Facebook, donc tout ça pourrait être quelque chose d'assez sombre dont on ne va pas parler, mais je pense que c'est une place importante. Et il y a une anecdote que je vais vous en parler rapidement. C'est que j'ai rencontré Ronan Bouroulac, donc des frères Bouroulac, via Instagram, c'est-à-dire qu'on s'échangeait, on aimait les contenus et autres. Et à un moment donné, je lui ai proposé de venir à Strasbourg faire une conférence. Et du coup, j'ai pu passer, je dirais, en direct. J'ai discuté directement avec lui et il est venu. La conférence était très très bien, très intéressante parce que c'était sous forme d'une discussion hyper simple. Donc c'est quelqu'un de très humble et dont j'admire beaucoup le travail. Ça, c'est la force des réseaux sociaux. Donc maintenant, il avait ce mot rigolo. Il disait qu'au début de sa carrière, c'était des diapositives qu'on envoyait et on priait pour qu'éventuellement un magazine ait le temps ou l'énergie de faire une micro-parution, quoi. Et c'était les prémices. Maintenant, on peut squeezer tout ça. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'étudiant, à un moment donné, vous faites une image forte, vous la publiez, ben, potentiellement, elle est là. Potentiellement, les gens le voient. Si vous avez un réseau, ben, voilà, vous multipliez les possibilités. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait, moi. C'est-à-dire, j'ai bravement fait mes classes. Hein. J'ai commencé étudiant à faire un BEP de charpente bois. Donc la base, donc c'était très bien ça. Ensuite le dessin d'architecture au rotring sur le calque, donc là aussi quasiment la préhistoire, mais très bien aussi parce qu'à un moment donné on sait ce que ça fait cet effet-là, et on sait aussi pourquoi on n'a plus envie de le faire et que ça n'a, je dirais, c'est un peu anachronique maintenant. Ensuite l'école d'architecture et des rencontres à Bâle, où j'ai pu travailler pour Herzog de Meuron de manière indirecte, mais quand même de manière assez intense, sur un chantier. Voilà. Ce qui fait que Atelier Ordinaire, c'est maintenant une agence d'architecture dont je suis la seule personne. Je travaille avec des gens qui sont plutôt freelance et qui m'épaulent sur les différents projets. Mais je n'ai pas de bureau proprement dit. Je n'ai plus besoin, je voyage un peu beaucoup aussi. Et je dirais que l'enseignement aussi a pris une part importante. Donc finalement, que ce soit les bureaux, le site internet ou autre, il n'y a plus de format prédéfini. Pour revenir à ce Tumblr, c'est une matrice dans laquelle on envoie des photos et ensuite ça donne ce que ça donne. Donc ce rapport-là m'intéresse. Le fait qu'il n'y ait plus forcément de transcription de ce qu'on peut avoir en tête comme un livre ou le papier sur Internet. Internet, c'est une grande forêt et il faut accepter cette donnée. Ensuite, je pense que ce qui est important, c'est de revenir de temps à autre vers des fondamentaux, comme les livres ou les maquettes. Donc on a eu un exposé intéressant. Et justement, en parlant de maquettes, moi je travaille avec ces formes en bois qui sont quasi archaïque, c'est-à-dire que c'est une sorte de question formelle. Donc il n'y a pas forcément d'ouverture, il n'y a pas de travail de détails architecturaux, mais plus un rapport de la masse et de la couleur. Et ces formes, bien sûr, sont dans la continuité, c'est-à-dire on ne sait pas si elles sont avant ou après le projet. Et ce qui m'intéresse aussi, donc dans la manière dont je communique pêle-mêle à toutes ces images, c'est qu'il y a un peu de tout.
il y a des êtres humains, donc Aurélie, pour qui j'ai fait une maison en bois brûlé, un des premiers projets. Les frères Bouroulec avec leurs lampes merveilleuses que j'ai pu installer dans une galerie. Hop. Je suis pas habitué au trackpad. Voilà. Voilà. Donc, le mobilier que vous voyez là, c'est un petit fabricant allemand. Donc ça aussi, c'est très bien parce que cette personne m'a contacté en disant « J'adore vos projets, j'aimerais pouvoir les photographier dans vos maisons ». Donc voilà, les connexions se font par, je dirais, par ces réseaux, par ces nouveaux réseaux. Et quand ce que vous amenez vous, ou ce que vous allez amener étudiants, futurs diplômés, ce que vous allez amener comme contenu, si ce contenu, je dirais, il a une sincérité, une valeur, bah, vous allez avoir un feedback qui, je pense, sera à la mesure de ça. Et ce feedback, bah, il faut l'utiliser. C'est-à-dire que c'est des collaborations, c'est des futurs projets. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est le mélange. Donc, des images de synthèse, des photos de maquettes, la réalisation avec les gens pour qui je fais des projets aussi. J'essaie de gérer ce trackpad. Peut-être que si je descends comme ça, ouais, super. Donc en l'occurrence Alexandre, chez qui je vais dormir ce soir, qui habite à Ventabrin, et avec qui j'ai conçu une maison à Venelle que je vais photographier demain. Donc, qui est ici, c'est le projet noir. Donc ça, c'est une maquette qui n'a pas été mise à jour, mais qui est quand même assez proche du projet. Et ça, c'est la découpe numérique. Donc entre les fragments en bois qui sont des formes archaïques, ce que je disais, et le passage supérieur au carton, à la découpe numérique, mais on est déjà du coup dans la lecture d'une fenêtre dans un mur, bah voilà, il n'y a qu'un pas. Et cet assemblage, c'est-à-dire que je n'ai pas pris 2 heures à le faire. C'est-à-dire que la convocation de ces 3 images, donc un triptyque qui est intéressant, bah voilà, il vient comme il vient. Et je trouve que cette dimension aussi de la spontanéité, pour moi, c'est que je me souviens encore de mes années étudiants, et j'étais pas toujours intéressé de tout. Donc j'ai envie de dire qu'il faut être concis, rapide, clair actuellement. Toujours Aurélie, sa petite fille blanche, qui va très très bien dans cet escalier de 80 cm. Parce que souvent, donc, dans mes projets qui sont essentiellement des maisons, il y a beaucoup d'enfants. C'est des couples à 2-3 enfants. Et du coup, c'est vrai que j'ai cette envie et cette compréhension, j'ai aussi moi-même des enfants, bah, d'amener beaucoup pour eux. C'est-à-dire que leur chambre, que la maison soit un espace où ils ont leur place. Alors ça, c'est intéressant. Cette photo, je l'aime beaucoup. Donc, durant le chantier de cette maison, donc c'est du panneau structurel, hein, construction en CLT. Donc là, on est loin de l'artisanat, mais quelque part, la pose, elle est aussi très importante. Donc la main qui pose les éléments, elle est pas du tout, je dirais que c'est pas du tout industrialisé. Donc quelque part, on est aussi là, un peu comme le dit Su Fujimoto dans son recueil Primitive Future, on est entre le futur et le passé, quoi. C'est-à-dire que là, clairement, on travaille avec des grues, on pose les bouts de bois, on les assemble, mais ces bouts de bois au préalable ont été découpés numériquement. Très vite, au bout de 2 jours, voilà, Aurélie visite la maison et puis voilà, elle m'envoie cette photo de son fils là, qui devait, je sais pas, s'étirer ou faire... Enfin, en tout cas, voilà, cette photo, pour moi, c'est presque de l'art contemporain dans le sens où c'est une posture, c'est un geste, c'est une chorégraphie. La fenêtre cadre sur un arbre merveilleux, c'était pas du tout un calcul précis, mais ça arrive. Et ça, c'est la réalité. Donc voilà, ça, c'est intéressant.
Donc c'est pas une image de synthèse. Et voilà, donc je vous invite aussi à préparer des petites questions si vous avez envie, parce que bon, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'échanger avec vous, donc je vais rapidement aller jusqu'au bout de ce Tumblr. Et l'idée aussi pour moi de montrer ce site, c'est pas de vous montrer des projets, c'est de vous montrer en fait le point de départ. Donc point de départ, c'est toujours ces volumes en bois. Il y a eu, on va dire, dans l'apprentissage des projets bis, des concours, des rénovations d'appartements plus, on va dire, haussmanniens avant, je dirais, avec l'atelier de céramique, avant de commencer, pour moi, une sorte de ligne que qui est claire maintenant pour moi et à laquelle je ne déroge plus, c'est construire en bois. Et construire, je dirais, de la manière la plus juste et la sensée possible. Je vous invite à réfléchir. Si vous voulez me poser des questions, c'est maintenant ou jamais. Merci. Merci. Alors, vous incarnez tous les deux rapports à l'architecture absolument opposés en termes de méthodologie ou de présentation. Christelle, tu es dans une forme de décortiquage pour arriver à recontrôler et à remaîtriser toute la généalogie du projet. Et vous, Thomas, vous nous parlez de cette spontanéité mesurée, hein, parce que les algorithmes, je ne suis pas sûre que ce soit très spontané, mais en tout cas, cet inattendu que permettent les nouvelles technologies, mais on en a parlé aussi avec Olivier tout à l'heure, hein, ce réel en train de se faire sans nous. Hein, on est spectateur des choses en train de se faire. C'est le spectacle des machines. Et alors j'essaye évidemment vous trouver un territoire commun pour engager votre dialogue. Moi je vous propose de réfléchir ensemble sur la dimension de la maquette, parce qu'elle est omniprésente en fait dans votre travail. Simplement, ma question serait, Van Desburg parle de la maquette espace. On voit bien comment, tant qu'elle n'est pas inscrite et relocalisée dans un rapport au sol, dans un rapport au site, elle reste un objet satellite. Et Thomas, il y a aussi cette dimension dans votre travail. On est presque en face d'un bibelot. Donc, ma première question pourrait s'engager comme ça. En quoi une maquette fait architecture? À partir du moment où elle n'est pas engagée dans un rapport au sol, elle nous apparaît davantage comme un objet. Donc, quelle incidence ça a éventuellement sur l'architecture? Alors, il ne faut pas confondre projet et maquette. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'essaie de faire, c'est assez difficile. C'est-à-dire que la maquette, c'est un objet par essence. Mais en même temps, si on le regarde comme un objet, c'est foutu. C'est-à-dire que c'est d'où le problème d'état du savoir, c'est-à-dire qui est assez faible parce que toutes les maquettes sont plus ou moins dans les poubelles de l'histoire, puisqu'elles ne survivent pas, mais parce que les historiens de l'art qui généralement les regardent, ou en tout cas essaient de les analyser, les regardent comme des objets, c'est-à-dire d'un point de vue extérieur, ce que je ne voulais pas faire parce qu'on n'en sort pas. Donc si on commence à dire c'est pas un objet du tout, c'est lié au projet, donc du coup on rentre dedans. Après, sur la question de désolidariser, c'est plutôt lié au fait que, d'abord parce que bêtement, ça reste finalement un objet, donc il faut pouvoir le fabriquer. Donc effectivement, voilà, ça c'est physique. Après, que ces maquettes-là, il se trouve que le corpus que j'ai choisi, comme il est lié au rôle du matériau dans la conception de la maquette et du projet, fait que c'est des projets de maisons, de bâtiments. Donc, qui ne sont pas nécessairement, effectivement, dans un rapport au sol très poussé. Et puis, ça regarde, encore une fois, ça s'intéresse à un problème d'architecture. On est très en amont du projet, parce qu'il ne veut pas dire qu'on ne pose pas ces questions plus tard dans le projet, puisque ce n'est pas linéaire, le projet, mais on est très loin. C'est au moment où on se détache au maximum de la réalité, de la complexité de la réalité. Donc on interroge un problème d'architecture. Ce qu'on retrouve avec les sculptures, c'est-à-dire qu'une sculpture n'est pas nécessairement engagée dans une réalité complexe. Donc en fait, c'est très à l'écart comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas de sol, d'où moi j'essaie de les relocaliser, parce que pour voir, c'est-à-dire que l'histoire du tableau abstrait de Van Desburg, lui-même le fait après coup, moi je le fais après coup, finalement pour voir si c'est possible.
Bon, voilà, c'est très inhérent à la maquette, qui est un objet, mais à la fois qui ne l'est pas. Ça dépend ce qu'on lui demande, tout simplement. Donc ça dépend en quoi on lui demande de jouer, enfin de quel rôle on la charge dans le projet, en fait, tout simplement. Après, on peut effectivement, la maquette, la considérer comme... Enfin, d'ailleurs, il y a eu une thèse dans cette ville par une fille qui enseigne à l'école du paysage sur les maquettes de paysage, donc qui, pour le coup, ne parle que de ce rapport-là. Mais c'est aussi lié au corpus que j'ai choisi, au sujet, quoi. Pour ma part, je dirais. Ben, oui, je suis d'accord avec ça, dans le sens où la maquette, elle peut avoir ce côté analytique. Et par exemple, pour Herzog de Meuron ou pour Loma, l'outil maquette est poussé à son extrême. C'est-à-dire que c'est deux agences que je connais, car j'ai des amis qui travaillent à Loma, j'ai pu visiter à peu près tout, sauf le bureau de Rem Koolhaas, quoi, et encore, j'aurais pu y rentrer, mais ça aurait été illégal. Mais globalement, j'ai vu plein de maquettes qui sont maintenant, qui sont presque des œuvres d'art, dans le sens où elles sont potentiellement, elles voyagent de musée en musée comme des sculptures. Et donc on passe, c'est assez paradoxal, mais on passe d'une maquette d'étude qui pourrait être assez brute à une sorte d'œuvre d'art, quoi. Parce que cette esthétique, et probablement que la mousse bleue va aussi bientôt disparaître, donc moi, je dis dans 5 ans, on regardera ça comme c'est marrant d'avoir fait tout ça avec ce matériau, quoi, qui est quand même un matériau pas très noble. Donc, de toute façon, les choses vont vite. Donc, on regarde ça maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et quel sera le rôle de la maquette? Est-ce qu'on va encore, je dirais, en avoir besoin? Moi, je pense que oui, dans le sens où vous parliez de bibelot. Moi, c'est précisément ça. Le bibelot, on le tient en main. Et je pense qu'on a besoin de tenir les choses. Mes maquettes, elles ne sont pas fragiles. C'est des blocs. D'ailleurs, cette photo l'illustre bien. C'est une masse. Et quand je donne ça, en général, à quelqu'un ou à un client, bah, c'est assez intense parce qu'il y a un poids. Et du coup, c'est presque comme si le projet était déjà en sa possession, quoi. Donc, il y a une dimension presque à la fois de transmission, quoi. Voilà. Pour moi, c'est important. La maquette n'est pas uniquement intellectuelle, elle est un objet qu'on tient. Et en fait, moi, j'ai grandi dans l'atelier de mon père qui est menuisier, donc fatalement, j'ai ce lien voilà, à l'objet qu'on fabrique et qu'on a le plaisir quand on façonne du bois, de l'avoir en main, de le regarder. Je pense pour la pierre, c'est pareil. C'est à un moment donné, on passe de quelque chose de brut à quelque chose de lisse. Et je crois que la mousse bleue, pour en avoir aussi je dirais, expérimenté beaucoup, ça fait 7 ans que je suis enseignant, donc les étudiants travaillent avec ça. Ce qui est bien parce que c'est rapide, mais globalement, la satisfaction et la force, je ne pense pas que ça soit toujours ça, quoi. Je pense que si on raisonne en termes de projet et de rapport à la matière dans la maquette, pour le coup, pour moi, la mousse bleue est égale au bois, puisqu'on la sculpte. A priori, on ôte de la matière. L'opération est la même. Après, effectivement, il y a une histoire de mode, c'est des mousses bleues. Demain, on reviendra au bois, on sculptera des bouts de cailloux. Mais à la Renaissance, on sculptait des navets, parce que voilà, c'est ça qu'on avait dans la poche, si je puis dire. Donc je pense qu'en réalité, c'est pas une histoire en fait, c'est pas tant une histoire de matériaux que, encore une fois, d'opération sur la matière. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à lui faire dire et qu'est-ce qu'on exploite de ce qu'elle est. Donc que ce soit la mousse bleue ou le bois, c'est un solide, dense, qu'on sculpte a priori, enfin, en masse, quand il est en masse, qui est le cas là. Juste, du coup, j'enchaîne. Puisque c'est le coup du dialogue. Pour réagir juste une seconde, oui, c'est vrai que la dimension de matérialité en maquette est importante pour, dans les exemples que vous aviez montrés. Il y a Herzog de Meuron ou par exemple Sana. Sana, tout le monde connaît, hein, donc les maquettes sont blanches, très pures. Donc là, clairement, on est dans l'esthétique japonaise, de cette poétique, de cette poésie, voilà, et de cette image presque abstraite. Et d'ailleurs, ce qui est fort, c'est que c'est construit comme ça. Hein. Souvent, ça le reste jusqu'à ce que ça se salisse un peu. Voilà, ça se patine. Mais voilà, donc Herzog de Meuron, dans les maquettes, il y a beaucoup de matériaux. Il y a du métal, il y a des plastiques, il y a des composites, il y a du bois, à peu près tout. C'est-à-dire que la maquette sert presque comme
un premier chantier qu'on peut mener, je dirais, dans un atelier. Et ça, moi, je pense que c'est important. C'est important qu'on puisse dire que l'architecture, c'est une matière. Et je trouve que la problématique de certains matériaux qui deviennent du coup neutres, c'est qu'on est dans quelque chose de générique. Ce qui peut être intéressant, mais pas que. À mon avis, je vous encourage, étudiants, à quand même très vite vous positionner en termes de matériaux, à savoir est-ce que ce volume c'est ça, est-ce que ce volume c'est ce matériau. Enfin, je ne vais pas parler que de bois, mais globalement il faut construire avec quelque chose. Donc si par exemple vous voulez construire un projet en béton, c'est vrai que le carton gris marche bien. C'est un matériau qui a plein de caractéristiques. La lumière, voilà, ça permet de transcrire assez bien les choses. En mousse, ça sera moins pertinent. Voilà. On parle maquette et matériaux, hein, il n'y a pas que ça, mais je pense que pour un architecte, c'est un prémisse. C'est le début de quelque chose. La maquette étant, elle vient assez vite. Et vous voulez... Oui, moi je voudrais rebondir parce que en fait, certes, on a l'impression que c'est très différent, et en réalité, il y a aussi un point commun qui est moins visible, surtout que tu as passé assez rapidement dessus, c'est-à-dire que tu dis que tu as eu une formation initiale de menuisier, charpente, puis dessin technique, enfin, tralala, et très vite tu dis oui, non, mais bon, ça, pof, pof, pof. Et c'est évacué assez vite. Et on passe. J'ai quand même souffert. Hein. Oui, mais je pense alors j'y viens et puis finalement, ok, le site numérique, très esthétique, très bien. En tant qu'enseignante, j'essaie et du coup la thèse ou en tout cas ce que j'ai présenté là c'est pas un retour en arrière nostalgique, c'est ramener ramener à la matière et sachant que nous vivons dans un monde de substances, mais que le numérique, dans lequel nous vivons aussi, est un monde pas du tout de substance, mais de flux, enfin ce genre de choses. Que nous sommes, nous, une génération intermédiaire, où nous avons nos deux pieds dans la menuiserie. Il se trouve que moi j'ai fait l'école Boulle, pas dans la version menuisier, mais bon, j'ai vu des gens faire des meubles, enfin, etc. Et que cet ancrage dans la matière... à mon sens, ne peut pas être aussi vite évacué, surtout quand il y a des étudiants dans la salle, parce que on ne peut pas faire ça, il me semble, avec intelligence et profondeur et contenu, s'il n'y a pas eu un ancrage dans la matière, cet apprentissage, etc., etc., que passer directement à ça, surtout si on dit je balance, parce qu'en plus on le sait, c'est-à-dire qu'Internet, n'importe quel crétin peut prendre la parole, et dire n'importe quoi, ou le plus érudit, et, enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout. Donc dans ce il y a tout, au-delà du fait que quand on se met sur Internet ou qu'on surfe, il faut pouvoir accéder et faire le tri. Quand on balance ça, en plus si on s'en remet à l'algorithme, c'est-à-dire qu'il y a, d'un seul coup c'est un peu, bon bah voilà, il y a tout, paf. Or, la transmission que nous avons en charge, enfin en tout cas que moi je me sens portée, parce que je suis architecte, donc je construis des bâtiments, des maquettes, des étudiants qui vont devenir architectes. Cette transmission doit aussi ne pas, enfin je pense, passer trop vite sur ces formations fondamentales qui peut-être sont alors chiantes, je ne sais pas, parce que moi j'ai adoré dessiner au Rotring, hein. Adorer le côté brillant de l'encre sur la matité du calque et tout cet apprentissage. Alors je sais pas, je suis bien d'accord qu'on ne va pas refaire 10 ans d'études, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Je suis pas en train de parler de nostalgie de ce truc-là, mais juste qu'à un moment il faut peut-être pas juste montrer le bout, la finalité, et que je suis plutôt pour montrer ce qui permet d'arriver à la finalité. Non, mais je suis d'accord, mais en gros, je pense que les étudiants ne sont pas... on ne peut pas les laisser avec Le Corbusier et Mies van der Rohe éternellement. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, être aussi... pas suivre et pas surfer non-stop sur toutes les dernières tendances. Mais je pense qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que Corbusier, de son temps, était un esthète, était en avance. Donc lui, il s'intéressait... Certes, il avait la maîtrise de l'histoire de l'architecture. Il a une formation manuelle. Tout le monde le sait.
mais même de l'histoire, je veux dire, de ses voyages en Grèce et autres. Mais je pense qu'il cherchait la rupture. Et par exemple, si on parle de Bjarke-Ingels, qui énerve tout le monde, parce que clairement, il construit des archétypes numériques. Mais quelque part, voilà, c'est aussi ce qui se passe actuellement. Et pour avoir vu un de ces bâtiments à New York, voilà, le bâtiment est là. Et je pense qu'il est, cette espèce de tour qui est une hybride entre l'îlot et la tour new-yorkaise. Donc, voilà, moi je pense que le monde est complexe. Et l'apprentissage, pour un étudiant en 2018, est multiple. Donc il y a la bibliothèque, il y a les livres. Donc ça, je dirais que c'est un lien sacré qu'il faut entretenir. Mais il y a aussi la capacité de scroller intelligemment, c'est-à-dire d'aller sur les bons sites, d'aller voir Divisar ou des sites pointus, qui est un atlas. Je ne sais pas si vous connaissez Divisare, qui est un atlas que j'aime beaucoup parce que je pense que là, on peut rentrer un peu dans une certaine profondeur de la production architecturale. Ensuite, voilà. Après, il y a d'autres réseaux. Instagram peut paraître extrêmement léger, mais voilà. J'ai rencontré beaucoup de gens intéressants et moi, ça me permet de travailler aussi parce que globalement, pour vous, l'idée, c'est de travailler aussi. Et souvent, les étudiants me demandent comment je fais. Dans le sens où j'interroge un peu sur la pratique parce que voilà, c'est pas un bureau avec des dessinateurs et du marché public, des concours. Je ne critique pas ça du tout, hein, mais c'est juste que voilà, j'ai un autre chemin qui est particulier, mais qui quand même, je pense, intéresse et qui a une valeur particulière. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans le public avant qu'on passe au troisième dialogue ? Je voudrais savoir, en fait, vous avez laissé tomber l'idée d'avoir, par exemple, un site d'agence, comme beaucoup de confrères en ont fait, et vous êtes uniquement là-dessus, ou vous additionnez les moyens de communication de manière plus ou moins stratégique ? En fait, j'ai pu observer qu'en étant dans un minimalisme de temps aussi et d'énergie, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que ça va vite de faire ça, c'est clair, net et précis, ça n'enlevait pas la possibilité d'être, on va dire, atteint par les médias ou par des magazines ou d'autres personnes. Donc quelque part, je me dis que chacun son boulot. Moi, je ne suis pas graphiste. J'aime ça, j'ai un regard esthétique, certes, mais je me dis, ok, Tumblr, ça marche bien, je vais l'utiliser. C'est rapide, c'est efficace, ça marche bien sur iPhone, sur iPad, sur ordinateur. Donc, ça me permet de ne pas passer trop de temps et de passer plus de temps finalement à aller voir des gens et discuter. Parce que globalement, on arrive très vite à avoir mon numéro de portable et à m'appeler directement. Ce qui est quand même actuellement une chose importante pour moi, c'est de discuter, d'aller au projet. Et là, comme demain, je vais visiter une maison. Par exemple, là, vous communiquez avec des images, alors que c'est un support qui normalement supporte explicite, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Voilà, mais par exemple, pour le texte, c'est vrai qu'idéalement, et d'ailleurs je salue la très belle parution, ça je trouve ça très bien, c'est-à-dire qu'à l'extrême de ça, il pourrait y avoir un très beau livre. Pas forcément un livre... Oui, mais moi... Là, on est en train de révolutionner l'édition contemporaine. En plus, en laboratoire, on est tenu aussi d'être dans l'actualité et de tenir des journaux de recherche sur des supports institutionnels, etc. Donc moi, en tant que chercheur, ça m'intéresse de savoir comment la jeune génération voit les choses, non pas seulement sur les plans critiques, on peut toujours critiquer les personnes ou les productions, c'est pas seulement ça, mais pour essayer d'interroger la différence entre la pratique de la jeune génération et nous, ce qu'on nous demande de faire, et d'ailleurs qui est très bien. Est-ce que ça se rencontre? Je pense que c'est un entre-deux. C'est-à-dire, pardon. Non, c'est juste parce qu'il y a deux autres questions. Et donc, on va initier vos conversations. Besoin du micro ou pas, au fond, vous entendez? Bonjour. Alors, c'est un tout petit peu décalé, peut-être, ce que je vais dire, mais ça concerne le numérique.
J'ai l'impression depuis hier qu'il y a quelque chose qui est tout ou rien avec le numérique. Alors que je pense qu'il va falloir y donner une attention particulière pour être très précis sur ce qu'on fait avec le numérique. Alors là, pour vous, il s'agit de la diffusion, mais s'il s'agit de la fabrication ou de la conception, il n'y a pas le tout numérique ou non, il y a il y a d'abord la matière. Moi, j'ai volontairement parlé d'hypermatériel hier, parce que je pense qu'on n'est pas dans une évanescence comme ça, qu'il y a des métiers qui sont en train d'apparaître, et c'est quand même très important de les considérer, de les qualifier comme des métiers qui doivent coopérer avec d'autres métiers qui sont antérieurs et d'autres savoirs. Alors, c'est pas, il se passe tout sans nous. Je pense qu'il y a, ça, c'est par rapport aux techniques et aux supports de mémoire, c'est quand même donc Jean-François Lyotard en 1979 sur l'informatisation de la société disait il y a une extériorisation du sachant parce que les supports et le savoir peut se transmettre sans nous. C'est très ancien comme idée. Je pense que le savoir doit se réintégrer dans le numérique qui lui-même produit de nouveaux savoirs et qu'on n'est pas forcément dans une ligne linéaire d'un progrès, mais qu'il y a des interactions et du temps qui se catapulte à ce moment-là de la technique. Et c'est peut-être qu'un moment de la technique. C'est juste une curiosité quant à votre pratique architecturale, parce qu'en fait, quand vous présentez vos projets, ils sont toujours complètement décontextualisés. Et j'étais étonnée d'entendre, quand il y avait cette photo avec une découpe d'une fenêtre, ah mais c'était un hasard, en fait il y avait un arbre. Ça veut dire qu'en fait vous pensez vos modules architecturaux comme des objets préconçus qui vont ensuite se déposer sur un paysage, ou y a-t-il une pensée du paysage et de l'environnement qui intervient dans votre processus de création, ou ça se passe surtout justement dans cette dimension un peu objet initiale? Non, en fait, quand je disais le hasard, en fait le tronc était extrêmement sculptural à cet endroit-là, mais je savais bien qu'il y avait ces arbres. C'est le projet-là, qui est entièrement dans les arbres. Donc en fait, non, je suis absolument pas décontextualisé. Pardon. Je visite le site quand je peux, si c'est pas trop loin. Et puis j'ai une attention, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et là il y a un autre truc, c'est que le client souvent le sait très bien. C'est-à-dire que le client a acheté un terrain, il le maîtrise. Il sait que là derrière il y a un voisin, je suis pas sûr. Par contre là c'est ce chemin, j'aime beaucoup. Et en fait, il m'oriente. C'est-à-dire que très vite, il me dit ce qu'il faut faire, dans le sens où il a l'expérience. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas de l'architecture dans le sens où je suis moi un faiseur de bâtiments. Je pense que c'est une posture que je veux absolument tuer de toutes les manières possibles. C'est-à-dire que j'aide, c'est-à-dire que je fabrique, je collabore avec des gens qui sont eux-mêmes le programme, c'est-à-dire qu'ils travaillent à la maison, ils ont 2 voitures, ils ont un canoë-kayak, ils ont 3 enfants. Voilà, ça fait leur spécificité. En fonction de ça, là, il y a peu de temps, j'ai fait une maison pour quelqu'un qui avait un van et qui faisait du surf et qui avait un très petit budget. Donc en gros, sa maison, c'est une petite maison et un grand hangar pour stocker tout ça. Et ce projet, il est intéressant parce que c'est la réponse matérielle à sa vie. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui écoute et qui, bien sûr, après, le dessine avec, je dirais, le plus de justesse et le plus d'élégance, parce qu'il faut aussi, moi, souvent, on me dit, bon, c'est peut-être un peu trop esthète de montrer toutes ces choses, mais la vie peut être belle. C'est-à-dire qu'on peut envisager des beaux détails, des ambiances chaleureuses, surtout quand c'est une maison. Je pense dans les bâtiments, dans les musées, il peut y avoir une certaine dureté, une âpreté ou un minimalisme. Ce bâtiment en est la preuve, c'est un très très beau bâtiment, mais on est quelque part, on est dans une échelle publique et on est dans des matériaux publics. Moi, c'est vrai que je m'intéresse et je travaille dans la sphère intime de la maison, de la chambre, et parfois un enfant de 2 ans, il a une petite chambre de 4 mètres carrés avec une petite mezzanine, une petite fenêtre qui regarde l'arbre, et si ça se trouve dans l'arbre,
voilà, il y a des oiseaux. Et en fait, c'est ça ce qui m'intéresse fondamentalement, quoi. Le mot de la fin, c'est toujours un peu lourd, mais non, c'était juste pour répondre à Colette Tran. En fait, c'est le jeu de la thèse et le jeu de la communication. Non, mais juste pour, bien sûr, c'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Sauf que le jeu de la thèse, c'est d'avoir un sujet et qu'il n'y a pas d'état du savoir, ou très peu finalement, sur la maquette physique, voire, en tout cas en français, et même de toute façon pas des masses, que par contre, il y a pléthore sur la maquette numérique. Maquette, numérique, modèle numérique. Et donc, pour moi, c'est quand même aussi poser une marche qui, à mon sens, manque terriblement. Est-ce que ça a à voir ou pas? Et puis, deux yeux pour enseigner le projet, donc qui n'êtes pas confronté tous les jours, parce que je ne suis pas tous les jours à l'école, mais les étudiants d'aujourd'hui, on voit la différence, il y a 5 ans à peu près, c'est plus les mêmes. S'ils ont accès directement au numérique, ce qui est le cas, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui ne manque pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a perdu? Pourquoi est-ce qu'on a perdu? Et donc, par quoi il faut toujours passer, c'est ce que je disais, alors peut-être pas se taper l'école boule ou je sais pas quoi, ou être menuisier, mais à minima, pour pouvoir accéder au numérique, en tout cas, ne pas accéder au numérique par de la façade, de l'image plate de façade, mais rentrer dans l'épaisseur du projet, par exemple. Merci.